Gilles Dubois, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir ce soir parce que vous êtes notre premier invité. Alors, c'est merveilleux. Et c'est une nouvelle émission qu'on va lancer. On va recevoir régulièrement des invités ici, sur ce plateau. Et donc, ravi que vous soyez le premier. Merci. Alors, pour les Réunionnais ne vous connaissent pas. Est-ce que pour eux, vous pouvez vous présenter et nous dire qui est Max Dubois? Alors, je suis quelqu'un qui vient de la société civile. Je suis un tout petit entrepreneur. Je suis un communicant. J'ai fait à ce titre-là, au titre que j'étais de la société civile, j'ai organisé la campagne d'Emmanuel Macron dans les Outre-mer jusqu'à son élection, et ensuite je suis retourné à la société civile. Voilà. Alors ceux qui ont fait campagne avec Emmanuel Macron, en général, ils ont eu des postes de ministre derrière. Comment ça se fait que vous n'ayez pas été ministre? Écoutez, vous avez des exemples célèbres à La Réunion de gens qui attendaient des postes de ministre, qui avaient fait la campagne de Macron et qui n'ont pas été ministres. Alors, puisque c'est vous qui en parlez, la rumeur dit que c'est à cause de vous que Thierry Robert n'a pas été ministre. Oh là là, vous savez, on me prête beaucoup de pouvoir et autant de pouvoir que je n'ai pas. Voilà. Donc c'est lui qui l'a déclaré. Hein. Écoutez, on m'accorde du pouvoir que j'ai pas. Sincèrement, j'ai pas ce pouvoir-là. Et ça, c'est cette agitation-là. Vous êtes toujours aujourd'hui impliqué en politique et vous vous intéressez toujours à la partie d'hommes auprès d'Emmanuel Macron ou... Alors, j'ai envie de vous dire oui et non. Alors pourquoi? Je vais répondre, évidemment. Ce qui m'a poussé, au fond, à suivre Emmanuel Macron, c'est parce que Emmanuel Macron, c'est un personnage qui est un pragmatique et il est aussi, pour moi, ce que j'appelle un démocrate social, ce que je suis profondément. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'occupent à la fois de faire en sorte que notre pays se développe d'un point de vue économique, parce que c'est la règle, et puis que malgré tout, on ne fait pas non plus du social à tout craint, enfin j'ai envie de dire comment je vais vous dire ça, des affaires à tout craint, voilà, je retrouve mes mots, et on essaie d'évoluer d'une manière assez cohérente entre ce qu'on donne aux gens de moyens sociaux et puis ce qu'il faut de part de... Un homme qui disait, pour pouvoir distribuer, il faut déjà en avoir à distribuer. Oui, c'est ça. Donc, et le pragmatisme du chef de l'État, moi j'ai trouvé ça dès le début, enfin quand j'ai rencontré d'abord, au début, la première rencontre, j'ai compris que cet homme-là avait un destin fort parce que, bon, on a beaucoup décrié, on a une bulle, ces machins, ces trucs. Enfin, ceux qui l'ont abordé à l'époque où il était candidat ont tout de suite compris que c'était un esprit qui était un esprit brillant, brillantissime, avec une vision claire, et puis surtout c'est un très honnête homme. Donc, bon, moi j'ai dit OK. Alors, vous l'avez bien connu, vous l'avez approché, vous avez été son conseiller, entre guillemets, pour l'Outre-mer. La rumeur, encore une fois, dit qu'Emmanuel Macron connaît mal l'Outre-mer et que, à la différence d'un Chirac, on savait qu'il était un amoureux de l'Outre-mer, ouais. Emmanuel Macron, lui, n'est pas très sensible à l'Outre-mer. Alors c'est pas vrai. Je veux pas défendre. C'est pas une prise. Je vais pas te défendre pour te défendre. Ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est que comme c'est un homme qui est ultra pragmatique, il peut avoir peut-être une impression, donner l'impression qu'il est un peu plus froid, mais parce que simplement il veut rentrer dans les lignes et que ce qui le préoccupe, bon, voyez, on a 340 000 chômeurs et on va en parler évidemment dans les Outre-mer et ça c'est une préoccupation importante. Donc c'est pas quelqu'un qui va effectivement s'emballer avec peut-être des grands discours ou des grandes embrassades. Quoique de temps en temps, moi, je l'ai vu dans des meetings où il était vraiment tellement content et porté par l'amour des gens, mais c'est quelqu'un qui veut vraiment réussir. On peut dire beaucoup de choses d'Emmanuel Macron, mais ce qu'on peut pas dire, c'est qu'il n'est pas profondément amoureux de France, et que cet amour profond de la France, c'est toute la France, les 11 territoires ultramarins, la métropole, c'est pour lui, c'est indissociable. La France est une et indivisible. La République est une et indivisible. Il est républicain. Très bien. Alors, l'objet de notre visite à La Réunion, c'est que vous avez créé une association qui s'appelle REDOM, oui. République et Développement des Outre-mer. Ça consiste en quoi exactement? Alors moi, vous savez, je me suis dit après la campagne, qu'est-ce que je peux faire d'intelligent? J'ai bientôt 60 ans, donc c'est l'âge où on essaye de faire quelque chose, enfin de transmettre. Et le constat que je connais bien parce que je vais quand même dans les Outre-mer depuis quasiment 30 ans, ce chômage endémique auquel on est confronté aujourd'hui, moi j'ai trouvé inacceptable. Quand on est républicain, on est dans la liberté, la fraternité, mais aussi l'égalité. Et quand il y a ici un chômage de 23%
avéré. Mais on sait bien qu'avec l'économie souterraine, c'est plus que ça. Versus 8,9% en métropole, l'égalité n'y est pas. Donc ça, profondément, moi je me suis dit, je vais m'attaquer à ça. Je l'ai fait à travers Eredom en disant, dans un premier temps, on va stigmatiser la chose. On va dire, voilà, nous allons nous attaquer au chômage de masse dans l'outre-mer. C'est ça qu'on a dit. Et quand simplement le fait de l'affirmer, alors, il y a plein de gens qui sourient, etc. Mais on s'en fout. On s'en fout parce que il y a beaucoup de gens aussi qui écoutent en disant, bon, moi, je veux bien donner un coup de main parce que si on s'attaque vraiment au chômage de masse dans les Outre-mer, voyons ce qu'on peut faire et c'est là-dessus qu'est né Eredom. Concrètement, vous imaginez bien qu'il y en a plein qui sont passés un moment vous qui espéraient résoudre le problème du chômage. Le chômage peut continuer et peut accroître quand les caisses stagnent, dans l'autre 30%. C'est quoi les recettes miracles? Alors justement, il n'y a pas de miracle, mais il y a des constats. Alors je vais faire un premier constat. On ne réglera pas le chômage de masse dans les Outre-mer en créant des emplois. Voilà. Alors bon, oui, je comprends, mais pourtant c'est vrai. Voilà des années qu'on crée des emplois, et ça fait des années que on crée des emplois fictifs. Parce que un coup c'est des emplois jeunes, un coup c'est des emplois aidés, un coup etc. Bon, franchement, ça tient pas la route. C'est aussi les municipalités, soyons clairs, qui embauchent des gens parce que on se dit, il vaut mieux qu'ils soient dedans que dehors, mais ça marche pas. Donc c'est du clientélisme, c'est pour qu'ils votent pour vous demain. Ça, je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que certains maires le font peut-être pour ça, d'autres le font par peut-être de manière plus compassionnelle. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça ne fonctionne pas parce que ça alourdit la machine de l'État et puis finalement, à la fin, c'est nous qui payons avec nos impôts. Donc ça marche pas. Donc on n'arrivera pas à créer un mouvement d'inversion du chômage en créant des emplois. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer de l'activité. Voilà. Alors qui sont les créateurs d'activité? Les créateurs d'activité, ce sont les chefs d'entreprise. Si je veux créer des emplois en général, c'est la puissance publique qui crée des emplois. Si je veux créer de l'activité, c'est les chefs d'entreprise. Et c'est déjà différent. Et comme moi je suis un petit bonhomme dans le domaine de l'entreprise, donc je me suis intéressé à ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. La création d'activité. Et ça n'est pas un synonyme. Quand je dis créer de l'activité, c'est pas créer de l'emploi. Pourquoi? Parce que quand vous montez une boîte, vous créez de l'activité, vous ne savez pas toujours combien vous allez créer d'emplois. Et je dis aujourd'hui que ce qui est important quand un chef d'entreprise crée son entreprise, c'est pas qu'il cherche à avoir le plus d'emplois possible, c'est qu'il cherche à avoir une boîte qui dure le plus longtemps possible dans le temps, une boîte pérenne. Donc, il vaut peut-être mieux avoir moins de personnes chez soi, mais avoir une entreprise qui dure, plutôt que de vouloir à tout prix faire de l'altruisme, dire allez, je vais en prendre plein, puis à la fin déposer son bilan. Donc c'est bien ça la différence. Créer de l'activité, ça génère de l'emploi, mais ça génère de l'emploi, j'ai envie presque de dire d'une manière indirecte. Voilà. L'activité, on ne la crée pas comme ça. Pour qu'il y ait une activité qui se crée, il faut qu'il y ait un besoin. Voilà. Alors ça c'est bien. Donc maintenant, après, on examine les choses. Il y a trois lignes. On a trois choses qui empêchent la création d'activité, notamment dans les Outre-mer. Alors, on peut dire quoi? On peut dire il y a la réglementation. Donc tout ce qui tourne autour finalement de la réglementation peut poser beaucoup de problèmes. Je vais y revenir de manière très claire. Il y a le financement aussi des activités. Vous-même, vous avez un magnifique studio. Je suis ravi d'être votre premier client, voilà, sur ce plateau. Et bon, on n'en a pas parlé, mais peut-être on en parlera tout à l'heure. Ça vous a coûté beaucoup d'argent et vous êtes sûrement dû aller à la banque. Peut-être que la banque vous a prêté, peut-être pas, j'en sais rien, donc c'est compliqué. On va aller lever des fonds, chacun d'entre nous comprend ce que c'est, et quand je vois doucement votre sourire, je crois que je suis en train de parler à quelqu'un qui a de l'expérience. Voilà. Et puis, l'autre point, c'est une forme de développement à travers la compétence. Donc ça, on n'en parle pas suffisamment, je vais essayer d'en parler. Bon, ça c'est un peu les trois points. Et avec ça, on va essayer de créer de l'activité, et comment? Nous avons, je vais reprendre quelques chiffres sans être un peu barbant sur les chiffres, on va prendre des chiffres. Nous avons en Outre-mer, grosso modo, 250 000 entreprises. Ces 250 000 entreprises, le premier chiffre intéressant, sur les 250 000 boîtes qu'il y a en Outre-mer, 200 000 des 250 n'ont pas de salariés. Là, c'est quand même étonnant. Alors, il faut se poser la question de savoir pourquoi elles n'ont pas de salariés. On va répondre à ça. Et on se dit, finalement, elles pourraient peut-être embaucher des salariés. Puis de l'autre côté, quand on se tourne vers les gens qui ont besoin de salariés, les gars vous disent, moi je cherche un électromécanicien, j'en trouve pas. Et le couplet courant que vous avez dans les Outre-mer, c'est que les gens cherchent des profils et trouvent pas les profils. Donc il faut essayer de répondre un petit peu à tout ça, et je vais essayer d'éclaircir mon propos. Alors,
dans les 200 000 entreprises, ces 200 000 entreprises aujourd'hui, elles n'embauchent pas parce que il y a une insécurité professionnelle, une insécurité au niveau des rentrées d'argent qui font qu'ils sont déjà très fragiles, ils ont du mal eux-mêmes, nos chefs d'entreprise, à se payer eux-mêmes. Donc du coup, pas question d'embaucher. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chef d'entreprise? Vous êtes bien placé pour le savoir. Un chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise qui se lève le matin pour faire son salaire. S'il y a un pépin de santé, s'il y a un pépin quelconque, il n'y a plus de salaire qui tombe parce que les couvertures, franchement, sociales, on les a quasiment pas et c'est un peu marche ou crève. Donc déjà, la première chose qu'il faut faire, il faut s'adresser déjà à tous les chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, les petits, les gros, les auto-entrepreneurs, tous les autres. Moi, je vais vous dire, vous êtes les héros de la République. C'est vous qui faites tourner la baraque. Donc déjà, on va commencer à faire un truc simple. On va reconnaître que ce sont ces chefs d'entreprise-là, franchement, les petits, il faut pas faire de discrimination parce que sans eux, ça fonctionnerait pas. Voilà. Et il faut aider ces chefs d'entreprise à faire les choses. Alors moi, j'ai dit, peut-être qu'une des solutions serait d'augmenter un petit peu la capacité à former des gens, je dis bien des gens et pas des jeunes, à travers le système de l'apprentissage. Parce que l'apprentissage est un moyen qui est un moyen simple, un moyen sûr de faire de l'employabilité. Et derrière cette employabilité, je devine, oui, d'accord, mais quand ils seront employés, est-ce qu'ils auront du boulot, est-ce qu'ils auront un marché? Alors, on s'est dit finalement pourquoi l'apprentissage ne marche pas très bien. Il ne marche pas très bien, il y a 3 raisons à ça. La première raison, c'est que quand on fait un contrat d'apprentissage, on fait un contrat de travail, donc on se lie avec quelqu'un et qu'on ne connaît pas. Et si ça se passe mal, on va devant les prud'hommes et on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est allé au prud'homme et pour lequel ça s'est pas bien passé parce que c'est cher. Voilà, et ça coûte cher. Pourquoi? Parce que nous, tout petits chefs d'entreprise, on n'a pas du tout la capacité à se défendre devant un tribunal de prud'homme, puis on n'a pas les ronds pour payer un bon avocat. Donc les 3/4 du temps, on n'a pas fait le truc qui allait bien. Et comme le droit français est un droit qui juge sur la forme et non pas sur le fond, il suffit de pas avoir envoyé la lettre au bon moment, au bon endroit. Et derrière, on a perdu. Bon. Donc ça, mine de rien, c'est un point important de contractualiser avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, y compris s'il est jeune. Le deuxième point derrière, c'est que l'apprentissage coûte cher à celui qui crée le poste d'apprenti. À tous ceux qui pensent que l'apprenti est une main-d'œuvre pas chère, je dis, vous vous trompez. Si vous vous trompez, un apprenti, ça coûte des sous à celui qui l'embauche parce qu'il faut du temps et c'est pas du tout une main-d'œuvre pas chère. Alors, est-ce qu'il y a des abus? Oui, bien sûr, il y a toujours des abus dans tous les systèmes, mais je peux vous dire que moi, les petits patrons, j'en connais des centaines et des centaines, des petits patrons, et 99% de ces petites patronnes, ces petits patrons, sont des gens qui sont nickel, qui sont clean. Donc ça, le coût de l'apprenti, son salaire, mais le temps passé et aussi le fait qu'il faut s'arrêter, soi-même de faire le boulot, montrer à l'apprenti, c'est compliqué. Voilà. Et puis, le troisième point derrière, c'est que ces tout petits patrons, ils sont pas en sécurité pour transférer leur savoir parce qu'ils l'ont jamais fait. Donc, ils savent faire, mais ils n'ont pas nécessairement appris à apprendre leur métier à quelqu'un d'autre. Concrètement. Ouais. Donc, concrètement. Ce que je propose, c'est que quand on fait un contrat d'apprentissage, avant de faire un contrat d'apprentissage, on passe par une période de stage de 9 mois. Et ce stage de 9 mois, c'est un stage qui n'est pas payé par l'entrepreneur. L'entrepreneur accepte de prendre chez lui quelqu'un qui va découvrir son métier, qui va commencer en réalité son apprentissage, mais sans aucune obligation, et de le payer et de le garder. Et c'est la même chose, en bout de ligne, pour l'impétrant apprenti, qui lui, lorsqu'il va rentrer dans l'entreprise, pendant 9 mois, il va pouvoir se défaire à n'importe quel moment, sans préavis, de son employeur, s'il considère que ça colle pas. Et ni l'un ni l'autre, en cas de séparation, ne seront inquiétés. La seule chose que je demande pour éviter les coups de chaud, parce que de temps en temps, parfois, ça chauffe un peu, c'est qu'avant de se séparer, on ait une petite réunion, par exemple, sous couvert de la chambre des métiers ou sous couvert de la chambre de commerce, par exemple, de quelqu'un qui dit, bon, bah, allez, je fais une petite réunion de conciliation et si au bout de cette réunion d'une demi-heure, vous avez vraiment décidé de vous séparer, vous pouvez le faire. Donc, je donne de la liberté entre chaque protagoniste parce que je pense que ça peut marcher. La deuxième chose derrière, c'est que lorsqu'on va contractualiser, donc au bout de ces 9 mois, les deux personnes se connaissent là. Donc, on fait un contrat avec quelqu'un qu'on connaît. D'accord? Ce quelqu'un qu'on connaît derrière, on va contractualiser avec lui pour 12 ou 18 mois. Et on va chercher, au cours de ce contrat, à viser simplement l'employabilité du salarié. Et non pas autre chose. Autre chose, c'est quoi? Ce sont les connaissances générales. Moi, je considère aujourd'hui que lorsque vous êtes dans une entreprise, vous devez d'abord savoir faire le métier pour lequel vous êtes en train de vous former. Pour ce qui me concerne, on prend souvent ses propres références, je suis un pur produit de l'échec scolaire.
Donc moi j'ai fait ça, c'est-à-dire je suis allé en 5e, j'avais redoublé ma 6e, je comprenais rien à l'école, et puis je suis rentré dans une formation technique. Bon. Et à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que quand les gamins qui avaient mon âge à l'époque sortaient avec, on leur disait, est-ce que tu as eu ton CAP? Ils répondaient, j'ai eu ma pratique. Ils avaient loupé le CEP, hein, le CAP était loupé, comme moi-même, mais ils avaient eu leur pratique. Et la pratique, on était fiers d'avoir la pratique parce qu'avec, on pouvait bosser avec la pratique. Je veux recréer ça à travers ce diplôme que j'appellerais l'attestation de savoir-faire professionnel qui correspond en réalité à la pratique du CAP et que j'acquiers au cours de ces 12 à 18 mois d'apprentissage que je fais à l'issue du stage de 9 mois. Et pendant cette période, je ne prends pas de cours d'enseignement général. Et je le revendique. Voilà. Et je vais vous dire encore pourquoi derrière. Donc, au bout de ces 12 à 18 mois, je suis allé au centre de formation pour apprentis sur des délais très courts, peut-être 2 jours par mois, je ne sais pas exactement le module, pour aller uniquement prendre des cours qui sont des cours d'enseignement technologique liés au métier que je suis en train de prendre. Oui, ça payait pendant cette période. Alors c'est le coût classique, le coût normal. Je reviens dans la période complètement normale d'un apprenti. L'apprenti aujourd'hui, à partir du moment où il est en apprentissage, si ce n'est le fait qu'il va pas prendre de cours d'enseignement général, pour le reste, on revient sur un apprentissage classique. Mais à l'issue, on cherche pas le CAP, on cherche l'attestation de savoir-faire professionnel. Mais vous imaginez que les syndicats vont réagir. Vous faites travailler quelqu'un pendant 9 mois bénévolement, ça va faire rougir. Oui, mais qu'on réagisse. Moi, de la discussion jaillit la lumière. Depuis quand les syndicats sont des gens qui ne seraient pas responsables? Bien sûr que les syndicats sont responsables, et moi je peux aller me battre pour ça. J'ai pas dit non plus que pendant 9 mois de stage, l'impétrant ne serait pas payé. J'ai dit qu'il n'était pas payé par l'entrepreneur, parce que l'entrepreneur, pour lui, c'est une charge et c'est un coût. Donc il faut que ça marche, ce truc-là. On voit bien que l'apprentissage en France, et qui plus est dans les Outre-mer, ne marche pas. Et ça, c'est une idée de Max Dubois, ou c'est une idée qui peut être relayée demain par le gouvernement? Bah, écoutez, je fais tout ce qu'il faut, en tout cas, pour la promouvoir et faire en sorte qu'elle soit relayée par le gouvernement. J'aimerais bien que ça devienne un principe. Alors, je vais encore dire quelques petites choses là-dessus. À l'issue de notre période de 12 à 18 mois d'apprentissage, normal là, à l'exception évidemment des cours d'enseignement général que j'ai pas pris. Notre gars qui est en apprentissage va sortir avec son attestation de savoir-faire professionnel. À partir de là, il lui suffirait dans le temps de travailler tranquillement chez lui pour aller chercher le module manquant d'enseignement général pour matcher, faire en sorte que quand il passerait son module, il aurait son CAP définitif. Simplement, je le sépare. Voilà. Alors, je veux viser quoi là-dedans? Je veux viser, vous savez, il y a un système il y en a qu'un qui marche vraiment parfaitement dans les Outre-mer, c'est le SMA, le service militaire adapté. Le service militaire adapté, c'est une perle, c'est un joyau. D'accord? Donc, moi, je veux m'inspirer du service militaire. Alors, vous allez me dire, oui, mais eux, ils donnent des cours d'enseignement général. C'est vrai. Bon, mais qu'est-ce qui m'intéresse là, dans le service militaire adapté? C'est que les gens qui rentrent dans le service militaire adapté, ce sont des volontaires. Ce sont des gens qui un jour se disent, moi, j'en ai marre, la galère, j'en ai marre, donc je vais faire une demande pour rentrer au SMA, et ils savent que quand ils rentrent au SMA, ils sont sauvés. Cette partie de volontarisme qui est là, c'est celle que je veux garder et qui doit présider à mon système. C'est-à-dire que quand on rentre pour faire la formation que je propose, il faut que les gens qui veulent faire cette formation soient vraiment convaincus qu'ils veulent la faire. Et pourquoi ne pas prendre tout simplement le SMA et le développer et le multiplier? Oui, mais ça marche. Le SMA correspond à un centre de formation, mais tout le monde ne peut pas aller au SMA parce que tout le monde n'a pas nécessairement envie de se retrouver sous les drapeaux. Donc il faut des dispositifs d'accompagnement. Mais par contre, il faut regarder de très près comment ça marche. Pourquoi j'ai dit le SMA? Parce qu'il y a une deuxième phase. Parce que pour l'instant, j'ai formé mon gars ou la dame, je les ai formés, mais j'ai pas encore créé. J'ai fait une employabilité, mais je n'ai pas encore créé de marché pour les employés. Là, il faut venir là. Donc du coup, et je lève encore une chose. Je dis aujourd'hui que dans les Outre-mer, il ne faut pas mettre non plus un taquet d'âge. Aujourd'hui, on a mis un taquet à 30 ans pour dire, pour être apprenti, c'est jusqu'à 30 ans. Moi, je veux dire, il faut enlever ce verrou. Ce verrou, dans les Outre-mer, il n'a pas lieu d'être. Si vous avez aujourd'hui quelqu'un qui a 50 ans et ultra motivé pour apprendre un métier, il faut lui permettre d'apprendre un métier, de passer par la voie de l'apprentissage. Il n'y a pas de honte à ça. Ce matin, j'ai fait une conférence à la Chambre de commerce et d'industrie. Nous avions 60 chefs d'entreprise qui étaient là, et une dame chef d'entreprise nous a dit, moi, je suis allé en apprentissage à 50 ans. Elle était l'exemple même et souvent, donc du coup, ça fonctionne parce que à cet âge-là, quand on fait un apprentissage, on est motivé. Donc la motivation, c'est fondamental. Alors,
Lorsque on est en apprentissage, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, un des freins, c'est le fait que dans ces 200 000 petites entreprises dont on va demander à certaines de voulez-vous prendre un jeune en apprentissage, ou un jeune ou pas un jeune, vous voyez, je me contredis moi-même, tellement on est habitué de réserver l'apprentissage aux jeunes, et je ne le veux pas. Eh bien, on cherchera, pendant cette période de 12 à 18 mois, à amener également une formation au maître de stage. Et cette formation, elle est double. Alors, elle est simple. Je voudrais qu'on envoie, allez, soyons clairs, 2 fois 2 heures par mois, quelqu'un qui va aller dans l'entreprise pour aller voir le maître de stage, pour dire, bon, comment ça va Marcel, comment il va ton apprenti, est-ce que ça se passe bien, et puis lui donner des conseils, lui amener quand même un minimum de conseils. Et en même temps, lui amener également des conseils sur sa manière peut-être de guider sa propre entreprise pour des petits conseils qui permettront progressivement, au fur et à mesure où l'employé va se former au contact de son maître de stage qui a un savoir-faire, en même temps, le maître de stage lui-même va doucement professionnaliser son activité. Et ils sont demandeurs, les gens. Donc là, il me faut un profil particulier de quelqu'un qui a cette capacité, un genre de coordinateur d'apprentissage, et qui va faire avancer un peu à la fois le maître de stage, et puis en même temps, faire avancer, bien sûr, voilà. Et cette personne-là, si je vous ai parlé du SMA, c'est pas par hasard. Parce que le RSMA fabrique des compétences, et vous savez que on peut continuer à être formateur au SMA après avoir été formé soi-même, et ils ont une capacité à renouveler 4 fois, donc on peut rester 5 ans au SMA, puis après on en sort. Et il se trouve qu'il y a au SMA des réserves de femmes et d'hommes parfaitement formés dans des métiers très précis, ils connaissent bien avec la rigueur qu'on connaît au SMA, et moi je voudrais m'entendre un peu avec ce réservoir magnifique de professionnels qui sont des professionnels qui sont capables, eux, parce qu'ils connaissent bien la filière, de donner un coup de main à la fois au maître de stage pour lui expliquer un peu comment il peut au mieux guider l'activité de sa propre petite entreprise et en même temps lui donner des conseils. Voilà. Et avec ça, je pense qu'on va créer un petit peu plus de business parce que l'affaire marche un petit peu mieux, etc. Vous voyez? Donc, est-ce que ça, vous pensez qu'on peut en créer suffisamment pour pouvoir remplacer des contrats aidés qui vont être supprimés? Mais moi, je pense qu'on peut aller très au-delà de ça. Oui, vous parlez des contrats aidés. Les contrats aidés, c'est voilà. Alors, bon, il y a le drame humain, parce que quelqu'un qui a un boulot, mais c'était pas des vrais boulots, quoi. Il faut être honnête. Voilà, mais il mangeait à la fin du mois. Alors moi, je préfère qu'il mange à la fin du mois de manière pérenne. Et que mais qu'est-ce qui va se passer entre maintenant? Écoutez, ça c'est une question politique que vous posez. J'ai pas cette réponse-là. Honnêtement, je l'ai pas. Si j'avais, je dirais, mais je l'ai pas. Ce que je dis simplement, c'est que moi, je souhaiterais emmener avec nous les acteurs économiques et qu'on commence à emmener les chefs d'entreprise que nous avons ce matin, une 60aine. Je vais revenir à la réunion pour faire encore plus de formation sur ce que nous sommes en train de faire. Sont prêts à faire ça. Et ce que je flèche aujourd'hui, je pense que je voudrais qu'on fasse un essai avec 1000 personnes qui seraient motivées pour entrer dans ce système d'apprentissage. D'ailleurs, je fais un appel à tous ceux et toutes celles et ceux qui souhaitent faire un apprentissage, quel que soit votre âge, contactez le site des Redom, faites dites-moi, je suis intéressé pour faire et je suis très motivé pour faire une formation, et voilà ce que j'aimerais faire comme formation. Venez vers nous. Et de l'autre côté, moi, je m'adresse aussi aux chefs d'entreprise pour leur dire, eh bien, faites-nous savoir si vous êtes prêts à jouer un peu le jeu, et on est prêt à faire des mises en contact. Alors après, je vais essayer de convaincre derrière le politique de faire un essai sur 1000 impétrants à cette formation-là, répartis à parité femmes-hommes, et puis sur tous les territoires, les 11 territoires d'outre-mer, pour voir un peu comment ça fonctionne. Voilà. Et à l'issue de ça, moi je pense que ça a marché. Si on constate que ça marche, je pense sans trop de difficultés qu'on peut fabriquer à peu près 10 000 compétences par an, c'est à peu près ce qu'on peut faire. Vous voyez, et c'est considérable, et qu'on peut les avaler, que le marché peut les avaler derrière. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans les territoires d'outre-mer qu'on importe, et qu'on pourrait fabriquer sur place. C'est pas des sommes considérables, mais là vous envoyez un signal très fort, vous envoyez le signal que c'est par le développement de l'activité que vous allez pouvoir fabriquer véritablement des emplois pérennes. Alors je suis bien obligé de jouer mon rôle et d'essayer d'imaginer, de trouver des faiblesses de votre proposition. Que se passe-t-il demain si un patron il vire le jeune au bout de 9 mois et qu'il n'a pas payé, et qu'il a eu quelqu'un qui a travaillé pour lui pendant 9 mois et que oui, alors un système. Oui. Alors la question que vous me posez, elle m'est tout le temps posée, car c'est une question fort légitime. Et je vais vous dire quelque chose, Monsieur Dupuis, quelque chose qui est important. Lorsque un petit patron a réussi à trouver une salariée ou un salarié
qui fait bien son job, qui est nickel, qui est dans les clous, quoi, je vais vous dire, sincèrement, il ne le laisse pas partir. Il ne le laisse jamais partir. C'est très difficile. Moi, je suis un tout petit patron. Tous les petits patrons qui m'écoutent, là, et les plus grands le savent, les petits et les grands, quand vous avez quelqu'un de qualité, franchement, c'est pas connaître l'entreprise que de penser qu'on le laisse partir. Alors, est-ce qu'il y aura des abus? Eh ben oui, on peut les déplorer d'avance, mais c'est à la marge. C'est à la marge. Donc, comme dans tous les systèmes, il n'y a pas de système parfait. Mais s'il vous plaît, je dis à toutes celles et ceux qui nous écoutent, faites confiance au monde économique, faites confiance aux patrons des entreprises. Parce que ces gens-là sont des gens vachement bien. Les femmes et les hommes qui tous les matins font leur propre salaire avant de faire le salaire des autres, c'est vraiment des gens bien. Alors il y a des coups de chaud. Pourquoi? Parce que même on des angoisses, parce que c'est compliqué, parce que l'URSSAF arrive et qu'on n'a pas les ronds, parce qu'on a demandé aux banquiers une petite, mais pas grand-chose. Parfois on demande quoi? 2 000 € de découvert. Et pour 2 000 € de découvert, le banquier vous retoque une traite, vous retoque un chèque. C'est insupportable. Le petit entrepreneur vit un stress épouvantable. Ceux qui n'ont pas connu ça peuvent pas savoir ce que c'est, de ne pas dormir la nuit. Quand on commence dans son entreprise à avoir des difficultés, vous savez, le premier poste sur lequel on tire, le propre salaire du dirigeant. Les dirigeantes et dirigeants ne se payent pas. Donc, écoutez, c'est ça. On veut parler de la couverture sociale des petits patrons. Les petits patrons ont aucune couverture sociale ou très faible. Le moindre kidam qui rentre dans une entreprise un petit peu grande, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, est-ce que j'ai des tickets restaurant c'est quoi la mutuelle? Mais quand vous montez votre boîte, il n'y a pas de ticket resto, il n'y a pas de mutuelle. Bon, donc de temps en temps, il y a quand même un peu d'agacement. Bon, mais franchement, les femmes et les hommes qui aujourd'hui, dans les Outre-mer, tirent l'économie, c'est eux qui tiennent la baraque. Alors, on va dire là-dessus, votre association REDOM, qu'est-ce qu'elle apporte concrètement et quel est son rôle là-dedans? Alors, bon, déjà, on amène cette idée, et cette idée, moi, je suis prêt à la discuter. Vous avez dit, faut-il discuter avec les syndicats? Mais 3 fois oui. Bien sûr, est-ce qu'il faut aménager? 3 fois oui. On est des gens de dialogue. Donc ça, c'est clair. Ce que nous faisons aussi, c'est que nous mettons, nous, en réseau, les 11 territoires d'outre-mer. Et on discute avec les 11 territoires d'outre-mer, parce que c'est très important ce qui se passe à Réunion, mais il y a des tas de choses qui se passent et qui peuvent se passer sur les 11 territoires. Je vais prendre un autre exemple, parce que là, on a vu la partie apprentissage. Je voudrais pas être trop long, mais le corpus philosophique des REDOM est aussi au-delà de ça. On a un autre frein. On a le frein, je vous ai dit tout à l'heure, qui est le frein, notamment de la réglementation. Donc, ce frein de réglementation, c'est un vrai frein, le frein de la réglementation. Ça, c'est pour les entreprises souvent plus importantes. Bon, je reviens là de Mayotte, mais la Réunion, pareil. Et je vais encore faire un appel là à nos chefs d'entreprise, ceux qui ont des boîtes un peu plus importantes. Bon, combien sont les projets aujourd'hui qui sont porteurs aujourd'hui vraiment de marché, qui sont porteurs de création de valeur ajoutée, de business, donc par conséquent qui sont porteurs d'emploi, par conséquent, et qui n'aboutissent pas pour des questions réglementaires. Donc, on a un certain nombre de problèmes. Là, pareil, il faut qu'on se parle. Aujourd'hui, nous avons un interlocuteur qui est très puissant, qui est très compétent, très puissant, qui est la DEAL. La DEAL, c'est un organisme très puissant, très compétent. Moi, je passe mon temps à voir des gens que je rencontre et dont les projets sont bloqués. Alors, les gens de la DEAL, il ne faut pas les stigmatiser. Ce sont des gens qui font très bien leur métier. Mais moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que la DEAL devienne aussi un partenaire au développement économique. La DEAL... Et là, c'est un service de la préfecture. Hein. Oui, mais c'est un service de l'État, mais c'est un service important. Moi, je considère aujourd'hui que c'est fondamental aujourd'hui de suivre les attendus de la COP21, les accords de Paris. Enfin, je suis sur cette ligne, franchement. Mais combien je vois de projets aujourd'hui qui sont bloqués? Alors, bloqués pourquoi? Bloqués parce que, bon, la DEAL fait son boulot, donc elle bloque. Mais seulement, ça bloque pendant des mois et des mois. Donc, un projet industriel, au bout d'un certain nombre de mois, il devient obsolète. Donc, c'est trop long. La durée de réponse est trop longue. Et après, lorsqu'il y a un refus, il faudrait qu'on puisse discuter pour non pas avoir un refus, mais avoir en même temps peut-être une solution compensatrice. Vous voyez? Donc, on doit travailler ensemble. Franchement, les fonctionnaires de la DEAL c'est nos amis. Donc, et les gens qui sont au chômage, ce sont malheureusement parfois nos pères, parce que maintenant il y a des gens qui sont pas tout jeunes qui sont au chômage. Ce sont nos frères, ce sont nos fils qui sont au chômage. Donc,
Voilà, donc il faut se tendre la main, il faut faire sauter ces verrous qui sont des verrous, j'ai envie de dire administratifs, parfois trop pointilleux, et il faut arriver à garder cette raison. Alors moi, je ne veux pas une déréglementation à tout crin, je ne veux pas faire du Donald Trump chez moi, à faire des trous partout pour faire sortir du gaz de schiste, mais entre ça et bloquer complètement des projets qui sont porteurs de mieux vivre pour la population, là, il faut quand même qu'on se mette autour de la table. Voilà, par exemple, un exemple sur lequel on peut avancer. Très bien. Écoutez, on aura sûrement l'occasion de vous revoir, parce que vous avez dit que vous allez revenir. Oui. Merci en tous les cas. Et puis, on se donne rendez-vous à un prochain voyage. Eh bien, merci infiniment, et je suis très honoré d'être chez vous, et surtout de faire ce premier plateau. J'espère que je vous porterai un peu chance. Voilà. Merci. Au revoir à tous.